Là-bas, ils sauront s'occuper de toi. C'est ce que ma fille m'a dit en me déposant devant les portes de la maison de retraite Les Glycines. Elle n'a même pas éteint le moteur. Elle regardait son téléphone. Pas moi. 47 jours plus tard, mon visage est apparu à la télévision nationale. J'avais gagné 8 millions d'euros au loto. Elle m'a appelé 47 fois ce soir-là. Je n'ai pas décroché. Laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là. Comment une mère peut devenir invisible aux yeux de son propre enfant. Et comment, parfois, la vie rend justice quand on cesse de l'attendre. Je m'appelle Édith de Beaumont. J'ai 75 ans. Pendant 52 ans, j'ai été l'épouse de Philippe. Pendant 49 ans, j'ai été la mère de Chloé. Aujourd'hui, je suis une femme libre. Mais cette liberté, je l'ai payée au prix du silence, de l'humiliation et d'une phrase qui m'a brisé le cœur. Là-bas, ils sauront s'occuper de toi. Là-bas, ils savent s'occuper des gens comme toi. Comme si j'étais devenue un fardeau. Comme si j'étais devenue personne. Tout a commencé le jour où Philippe est mort. C'était un mardi matin, en novembre. Il est parti dans son sommeil, paisiblement, la main posée sur mon épaule. Nous avions 74 et 73 ans. Nous nous étions rencontrés à 22 et 21. Toute ma vie adulte, je l'avais passée avec lui. Quand on perd l'homme avec qui on a tout partagé, les rires, les doutes, les dimanches, les silences, on ne perd pas seulement un mari. On perd une partie de soi, une partie qu'on ne retrouve jamais. J'ai porté son alliance dans ma poche gauche depuis ce jour-là, contre mon cœur, pour sentir qu'il était encore là. Les premiers mois après sa mort, Chloé venait souvent. Elle m'apportait des fleurs, des gâteaux. Elle disait « Maman, tu n'es pas seule. Je suis là. » Je la croyais. Je voulais la croire. Mais les visites ont commencé à s'espacer. Une fois par semaine, puis toutes les 2 semaines, puis une fois par mois, rapidement, avec son téléphone à la main, et cette phrase qu'elle répétait sans cesse « Pardon, maman. Je suis débordée. Débordée. » C'est un mot qu'on utilise quand on veut dire « Tu n'es plus ma priorité. » Un soir, 6 mois après la mort de Philippe, j'étais assise dans le salon. La maison était trop grande, trop silencieuse. J'ai pris l'alliance de Philippe entre mes doigts. Elle était lourde, chaude. Et j'ai compris quelque chose. Tant qu'on a de l'argent, on a de la famille. Mais quand on devient vieux, fatigué, moins utile, on devient encombrant. Chloé ne me regardait plus comme sa mère. Elle me regardait comme un problème à résoudre. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Notre maison sentait toujours la lavande. Philippe avait planté des buissons de lavande tout le long de l'allée, des 2 côtés. En été, quand on ouvrait les fenêtres, le parfum entrait dans chaque pièce. Il disait que ça nous rappellerait la Provence où nous avions passé notre lune de miel. 52 ans ensemble, et je me souviens encore de son rire dans le jardin, de ses mains couvertes de terre, de la façon dont il posait toujours une tasse de thé près de moi le matin, sans un mot, juste un baiser sur le front. Notre vie n'était pas spectaculaire. Elle était douce, prévisible, sûre. Le dimanche, nous prenions le petit déjeuner sur la terrasse. Philippe lisait le journal. Je faisais mes mots croisés. Chloé venait déjeuner avec son mari, Mathieu, et les enfants. Les enfants couraient dans le jardin. Philippe leur apprenait à reconnaître les oiseaux. Mathieu aidait à mettre la table. Chloé était toujours au téléphone. Mais c'était notre routine. Et dans cette routine, il y avait de l'amour. J'ai toujours aimé cuisiner. Philippe adorait mon poulet rôti aux herbes. Chaque vendredi soir, je le préparais. C'était son plat préféré. Il disait que ça lui rappelait sa mère. Après sa mort, j'ai continué à le faire. Juste pour moi. Juste pour sentir qu'il était encore là, assis en face de moi, en train de sourire. Mais une assiette pour une seule personne, c'est terriblement vide. Chloé a grandi dans cette maison. Elle a appris à marcher dans ce salon. Elle a eu son premier vélo dans ce jardin. Elle s'est mariée sous le grand chêne, au fond, près de la clôture. Je pensais qu'elle y était attachée. Je pensais que cette maison était aussi la sienne. Mais peut-être que je me trompais. Peut-être que pour elle, ce n'était qu'un bien immobilier, un héritage, une valeur en euros. Pas un foyer, pas une mémoire. Les premiers mois après la mort de Philippe, je passais mes journées à ranger, à classer ses affaires, ses chemises, ses livres, son bureau. Chloé m'a dit « Maman, tu devrais vendre cette maison. Elle est trop grande pour toi toute seule. Tu vas te fatiguer. » J'ai répondu « C'est ma maison, Chloé. C'est notre maison. » Elle a soupiré « Comme tu veux. Mais ne viens pas te plaindre après. » Se plaindre. Comme si vouloir rester chez soi, dans ses souvenirs, dans l'odeur de son mari, c'était un caprice. Un soir, j'étais assise dans la cuisine.
J'ai sorti l'alliance de Philippe de ma poche. Je l'ai posée sur la table. La lumière du plafonnier se reflétait dessus. J'ai pleuré. Pas parce que j'étais triste, enfin si, mais surtout parce que je me sentais abandonnée. Philippe était parti. Chloé s'éloignait. Et moi, je restais là, dans cette grande maison silencieuse, à me demander combien de temps il me restait avant de devenir complètement invisible. J'aurais dû voir les signes. J'aurais dû comprendre que Chloé ne venait plus pour moi. Elle venait pour vérifier si j'allais bien, comme on vérifie une installation électrique avant de vendre une maison. Mais à l'époque, je ne voulais pas y croire. Je me disais, c'est ma fille, elle m'aime, elle est juste occupée. Quelle idiote j'étais. C'était un jeudi après-midi, en mars. Chloé est arrivée sans prévenir. Elle avait les clés de la maison, évidemment. Je les lui avais données des années plus tôt, quand Philippe était encore là, au cas où il nous arriverait quelque chose. Je n'aurais jamais dû. J'étais dans le jardin, en train d'arroser les rosiers. J'ai entendu la porte claquer, puis des pas rapides dans le couloir. « Maman, tu es là ?» Elle avait cette voix pressée, impatiente, comme si elle avait mieux à faire ailleurs. Je suis rentrée. Elle était dans le salon, les mains sur les hanches, en train de regarder autour d'elle. « Bonjour, ma chérie. Tu veux un thé ?»« Non, merci. Je ne reste pas longtemps. » Bien sûr. Elle a sorti une feuille de papier de son sac. Elle l'a posée sur la table basse. « Maman, j'ai trouvé une maison de retraite extraordinaire. Regarde, c'est tout près d'ici. Les Glycines. C'est moderne, propre. Ils ont des activités, un jardin magnifique. J'ai regardé la brochure. Les Glycines. Un bâtiment blanc, froid, avec des fenêtres identiques alignées comme des cellules. « Chloé, pourquoi tu me montres ça ?» Elle a souri, un sourire forcé, un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Parce que tu ne peux pas rester ici toute seule, maman. C'est trop dangereux. Tu pourrais tomber, avoir un malaise, et personne ne serait là pour t'aider. Je vais bien, Chloé. Ah, pour l'instant. Mais après, qu'est-ce qui se passera quand tu ne pourras plus monter les escaliers, ou conduire, ou cuisiner? Je m'en sortirai. » Elle a soupiré. Ce soupir qui voulait dire « Tu es têtue, tu es difficile. Maman, sois raisonnable. Papa n'est plus là. Je ne peux pas venir te surveiller tous les jours. J'ai ma propre vie, mes enfants, mon travail. Surveiller. » Elle n'a pas dit « te voir ». Elle n'a pas dit « prendre soin de toi ». Elle a dit « surveiller ». Comme un animal, comme un objet. J'ai pris la brochure entre mes mains. Elle était glacée. « Chloé, cette maison, c'est toute ma vie. C'est là que j'ai élevé ma fille. C'est là que ton père est mort. Je ne peux pas partir comme ça. » Elle a croisé les bras. « Justement, maman, c'est malsain. Tu vis dans le passé. Tu t'accroches à des souvenirs. Ce n'est pas sain. Pas sain. Ma vie, mes 52 ans de mariage. Pas sain. » J'ai senti quelque chose se briser en moi. Un fil invisible qui me reliait encore à elle. « Je ne veux pas aller dans une maison de retraite, Chloé. » Elle a haussé les épaules. « D'accord, comme tu veux. Mais n'attends pas que je vienne te ramasser quand tu seras tombée dans les escaliers. » Et elle est partie, comme ça, sans un baiser, sans un regard en arrière. Ce soir-là, j'ai sorti l'alliance de Philippe. Je l'ai tenue longtemps contre ma joue. J'aurais voulu qu'il soit là. J'aurais voulu qu'il me dise que tout allait bien, que Chloé était juste inquiète, que c'était de l'amour maladroit. Mais au fond de moi, je savais. Ce n'était pas de l'amour, c'était de l'impatience. Elle attendait que je parte, que je libère la maison, que je disparaisse. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Les semaines suivantes, elle a continué. Subtilement, insidieusement. Elle envoyait des articles par SMS. Les chutes chez les personnes âgées, premier facteur de mortalité. Vivre seul après 70 ans, les dangers méconnus. Alzheimer, les premiers signes à surveiller. Je n'avais pas Alzheimer. Je n'étais pas malade. J'avais juste 74 ans. J'étais veuve. J'étais triste. Mais pour elle, j'étais déjà un problème médical. Un jour, elle m'a emmenée faire des courses. Sauf qu'au lieu d'aller au supermarché, elle s'est arrêtée devant les Glycines. « Viens, maman. On va juste visiter. Juste pour voir. Pas d'engagement. » J'aurais dû refuser. J'aurais dû descendre de la voiture et rentrer chez moi à pied. Mais j'avais peur. Peur qu'elle se fâche. Peur qu'elle m'abandonne complètement. Alors, je suis entrée. L'endroit sentait l'eau de Javel et la soupe tiède. Les couloirs étaient blancs. Trop propres, trop silencieux. Une femme en blouse rose nous a accueillis. Elle parlait fort, comme si j'étais sourde. « Bonjour, madame. Vous allez voir, ici, c'est merveilleux. Nous avons des ateliers, des jeux, un salon de coiffure.
Je déteste qu'on me parle comme à une enfant. Nous avons visité une chambre, petite, propre, un lit, une armoire, une fenêtre qui donnait sur le parking. Rien à voir avec ma chambre, avec mes rideaux en lin, avec la vue sur le jardin, avec l'odeur de lavande. Chloé souriait. « C'est parfait, non, maman ?» Non, ce n'était pas parfait. C'était une cage dorée. En sortant, j'ai serré l'alliance dans ma poche. J'ai murmuré « Philippe, aide-moi ». Mais il ne pouvait plus rien pour moi. J'étais seule. J'ai essayé de faire comme si cette visite n'avait jamais eu lieu. J'ai rangé la brochure des glycines au fond d'un tiroir. J'ai effacé les messages de Chloé sur la mortalité des personnes âgées. J'ai continué ma vie, mon jardin, mes mots croisés, mes promenades au marché le samedi matin. Mais quelque chose avait changé. Chloé avait planté une graine de doute, et cette graine grandissait. La nuit, je me réveillais en sursaut. J'imaginais tomber dans les escaliers, faire un malaise dans la cuisine, mourir seule, sans que personne ne me trouve pendant des jours. Le matin, je me regardais dans le miroir. Mes mains tremblaient un peu en tenant ma tasse de thé. Mes cheveux étaient plus blancs, mes rides plus profondes. Est-ce que j'étais vraiment en train de devenir ce que Chloé voyait? Une vieille femme fragile, incapable, dangereuse pour elle-même? Je ne voulais pas y croire, mais le doute était là. Chloé appelait plus souvent maintenant. Pas pour prendre de mes nouvelles, pour vérifier. « Maman, tu as pris tes médicaments ?»« Oui, Chloé. »« Tu es sûre ?»« Parce que tu oublies souvent. » Je n'oubliais jamais. Mais elle le disait avec tellement de conviction que je finissais par douter moi-même. « Maman, tu as mangé aujourd'hui ?»« Oui, ma chérie. »« Qu'est-ce que tu as mangé ?» Comme si elle me surveillait, comme si elle notait mes réponses pour les utiliser contre moi plus tard. Un jour, elle est venue avec Mathieu, son mari. Il portait un costume. Il avait l'air gêné. Ils se sont assis dans le salon. Chloé a croisé les mains sur ses genoux. Mathieu regardait ses chaussures. « Maman, on doit te parler. » Mon cœur s'est serré. « Qu'est-ce qui se passe ? On s'inquiète pour toi. Vraiment. » Mathieu aussi, n'est-ce pas Mathieu? Il a hoché la tête sans me regarder. « Cette maison est trop grande. Tu te fatigues à l'entretenir. L'autre jour, tu as oublié d'éteindre le four. Tu aurais pu provoquer un incendie. J'ai juste laissé le four allumé 5 minutes de trop, Chloé. Ça arrive à tout le monde. » Justement, maman, ça arrive. Et la prochaine fois, ça pourrait être pire. Elle a sorti une autre brochure. Pas les glycines cette fois. Une autre résidence, plus chère, plus luxueuse. Regarde, là c'est différent. C'est haut de gamme. Ils ont même un restaurant gastronomique. Tu adorerais. Je ne voulais pas d'un restaurant gastronomique. Je voulais ma cuisine, mon jardin, mes souvenirs. Mais elle continuait. Elle parlait vite, avec des arguments préparés, comme une vendeuse. Et puis, tu pourrais te faire des amis, sortir, participer à des activités. Ici, tu es isolée. Ce n'est pas bon pour le moral. Je ne suis pas isolée, Chloé. J'ai mes voisins, j'ai mes habitudes. Tes voisins? Madame Leroux a 90 ans. Monsieur Dupont est sourd. Ce ne sont pas des amis, maman. Ce sont des survivants. J'ai senti mes yeux piquer. Chloé, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux m'éloigner de chez moi? Elle a pris ma main. Ses doigts étaient froids. Parce que je t'aime, maman. Parce que je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Mais dans ses yeux, je ne voyais pas d'amour. Je voyais de l'impatience. Mathieu a pris la parole pour la première fois. Edith, Chloé a raison. Cette maison, c'est beaucoup de responsabilités. Et financièrement aussi. Les charges, l'entretien. Si vous la vendiez, vous auriez une belle somme pour vos vieux jours. Vos vieux jours. Comme si je n'y étais pas déjà. J'ai compris à ce moment-là. Il ne voulait pas mon bien. Il voulait la maison. Mais je n'ai rien dit. Parce que j'avais peur. Peur de perdre Chloé. Peur qu'elle disparaisse complètement de ma vie si je refusais. Alors j'ai dit, je vais réfléchir. Elle a souri. Un vrai sourire cette fois. Un sourire de soulagement. Merci, maman. Je savais que tu comprendrais. Les semaines suivantes, elle a intensifié la pression. Elle m'appelait tous les jours. Elle passait par hasard. Elle déposait des brochures sur la table de la cuisine. Un jour, elle m'a dit « Maman, j'ai pris rendez-vous pour toi aux glycines. Juste pour discuter des modalités. On ne signe rien. On se renseigne, c'est tout. » Je n'avais jamais accepté ce rendez-vous. Mais elle l'avait pris quand même. J'ai commencé à céder, petit à petit. Je lui ai dit qu'elle pouvait vider le garage, qu'elle pouvait prendre les vieux meubles du grenier, qu'elle pouvait donner les vêtements de Philippe. À chaque fois, je pensais, si je lui donne ça, elle arrêtera. Elle verra que je fais des efforts. Mais elle ne s'arrêtait jamais. Elle voulait plus, toujours plus. Un soir, j'ai sorti l'alliance de Philippe. Je l'ai tenue contre mon cœur.
J'ai murmuré « Pardon, mon amour. Je ne sais pas comment la protéger. Je ne sais pas comment me protéger. » Et pour la première fois depuis sa mort, j'ai senti qu'il me manquait non pas comme un mari, mais comme un bouclier. Sans lui, j'étais vulnérable. Et Chloé le savait. C'était un mardi matin, début avril. Le ciel était gris. Il avait plu toute la nuit. Le jardin sentait la terre mouillée et l'herbe fraîche. J'aimais cette odeur. Elle me rappelait les matins où Philippe sortait tôt pour jardiner et revenait avec de la boue sur ses chaussures et un sourire sur son visage. Je préparais du thé dans la cuisine quand j'ai entendu une voiture dans l'allée. Chloé. Encore. Elle venait 3 fois par semaine maintenant. Toujours sans prévenir. Toujours avec cette même expression sur le visage. Ce mélange d'impatience et de fausse sollicitude. J'ai ouvert la porte avant qu'elle ne frappe. « Bonjour ma chérie. Bonjour maman. » Pas de bise. Pas de sourire. Elle est entrée directement, son téléphone à la main. Je ne peux pas rester longtemps. J'ai un rendez-vous à 11h. Je voulais juste vérifier que tu allais bien. Vérifier. Toujours ce mot. Elle a regardé autour d'elle, comme si elle inspectait les lieux. Ses yeux se sont posés sur la table de la cuisine, sur le plan de travail, sur l'évier. Tu as fait la vaisselle? Oui, Chloé. Et tu as pris tes médicaments? Oui. Tu es sûre? J'ai serré les dents. Oui, je suis sûre. Elle a hoché la tête, peu convaincue. D'accord. Bon, je dois y aller. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Et elle est repartie. 10 minutes. Elle était restée 10 minutes. Mais en fermant la porte, j'ai remarqué quelque chose. Son téléphone. Elle l'avait oublié sur la table du salon. J'ai hésité. Ce n'était pas bien de fouiller dans le téléphone de sa fille. C'était une violation de sa vie privée, une trahison de sa confiance. Mais une voix en moi murmurait « Et elle respecte ta vie privée? Elle respecte ta confiance ?» J'ai pris le téléphone. Il n'était pas verrouillé. L'écran affichait une conversation WhatsApp avec Mathieu. J'aurais dû reposer le téléphone. J'aurais dû attendre qu'elle revienne le chercher. Mais j'ai lu, et ce que j'ai lu m'a glacé le sang. Mathieu. Elle a accepté la visite? Chloé. Pas encore. Mais elle commence à céder. Elle est fatiguée. Mathieu. Tant mieux. Parce qu'on ne peut pas attendre éternellement. Les promoteurs veulent une réponse avant juin. Chloé. Je sais, mais je ne peux pas la forcer. Il faut qu'elle accepte toute seule. Sinon, ça pourrait poser des problèmes juridiques. Mathieu. Tu pourrais demander une mise sous tutelle. Chloé. J'y ai pensé. Mais son médecin dit qu'elle est parfaitement lucide. Ça ne passerait pas. Mathieu. Alors, il faut accélérer. On a besoin de cet argent, Chloé. Les travaux de la maison coûtent une fortune. Et les études privées des enfants aussi. Chloé. Je sais. Fais-moi confiance. Je vais la convaincre. J'ai laissé tomber le téléphone sur le canapé. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang dans mes oreilles. Les promoteurs. Une mise sous tutelle. On a besoin de cet argent. Ils voulaient vendre ma maison. Pas pour mon bien. Pas pour ma sécurité. Pour leur rénovation. Pour les écoles privées. Pour leur vie. Je me suis assise, lentement, comme si mes jambes ne me portaient plus. J'ai regardé autour de moi. Le salon où Chloé avait fait ses premiers pas, la cheminée devant laquelle nous avions fêté tous les Noëls, le fauteuil où Philippe lisait le journal tous les dimanches. Tout ça n'était pour eux qu'une somme d'argent, une transaction immobilière. Quelques minutes plus tard, Chloé est revenue en courant. « Maman, mon téléphone, je l'ai oublié. » Je l'avais remis exactement à sa place. Il est là, sur la table. Elle l'a attrapé sans me regarder. « Merci. Bon, je file. Bisous. » Elle est partie. Et moi, je suis restée là, dans le silence de ma maison, avec une douleur dans la poitrine que je n'avais pas ressentie depuis la mort de Philippe. Les jours suivants, j'ai observé, j'ai écouté, j'ai fait attention à chaque mot, chaque geste, chaque regard. Et j'ai vu ce que je n'avais pas voulu voir avant. Quand Chloé venait, elle ne regardait jamais moi. Elle regardait la maison. Ses yeux se posaient sur les meubles anciens, sur les tableaux, sur la vaisselle en porcelaine dans la vitrine du salon. Elle prenait des photos, discrètement, avec son téléphone. « C'est joli ça, maman. C'est une antiquité? » « Oui, c'était à ta grand-mère. »« Ah, il faudra penser à le faire estimer un jour. Estimer, pas conserver, pas transmettre, estimer. » Un après-midi, elle est venue avec une femme que je ne connaissais pas. « Maman, je te présente Delphine. C'est une amie. Elle travaille dans l'immobilier. » Delphine m'a souri. Un sourire professionnel. Froid. « Enchantée, Madame de Beaumont. Quelle magnifique propriété vous avez. Ces poutres apparentes, ce parquet d'origine. Et ce jardin. »
Elle marchait dans la maison comme si elle était déjà à vendre. Elle prenait des notes dans un carnet. Chloé la suivait. « Alors, Delphine, tu penses qu'on pourrait en tirer combien ? » « Oh, facilement 700 000 €. Peut-être 800 000 si on fait quelques petites rénovations avant la mise en vente. » Mise en vente. J'étais là, dans ma maison, et elle parlait de mise en vente. « Chloé, qu'est-ce qui se passe ?» Elle s'est retournée, gênée, prise en flagrant délit. « Oh, rien, maman. C'est juste, au cas où, pour savoir. On ne sait jamais. C'est toujours bien d'avoir une estimation. » Mais Delphine continuait. « Vous savez, madame, ce quartier est très recherché. Les jeunes familles adorent. Vous auriez des acheteurs en moins d'1 mois. » J'ai senti mes mains trembler. « Je ne vends pas. » Silence. Chloé a regardé Delphine. Delphine a regardé Chloé. « Bon, on va te laisser te reposer, maman. Viens, Delphine. » Elles sont parties. Et j'ai pleuré. Ce soir-là, j'ai sorti l'alliance de Philippe. Je l'ai passée à mon doigt. Elle était trop grande. Elle tournait. J'ai murmuré. « Philippe, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Pourquoi notre fille est-elle devenue comme ça ?» Mais je connaissais la réponse. Nous l'avions trop gâtée. Nous lui avions tout donné. Nous avions voulu qu'elle ne manque de rien. Et maintenant, elle pensait que tout lui était dû, y compris ma maison, y compris ma dignité. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un coup de fil. Un numéro inconnu. « Allô ? Madame de Beaumont ? Bonjour, je suis Maître Legrand, notaire. Votre fille m'a contacté pour discuter d'une éventuelle vente de votre bien immobilier. Seriez-vous disponible pour un rendez-vous la semaine prochaine ? Mon sang n'a fait qu'un tour. Je n'ai jamais demandé à vendre ma maison. Oh, je suis désolée. Votre fille m'a dit que vous étiez d'accord, qu'il s'agissait d'une démarche commune. Elle a menti. Silence au bout du fil. Je vois. Dans ce cas, je vous prie de m'excuser pour ce désagrément. Bonne journée, madame. » Il a raccroché. J'ai immédiatement appelé Chloé. « Allô, maman ? Je suis en réunion, je peux te rappeler ? » « Non, tu ne peux pas me rappeler. Pourquoi tu as contacté un notaire ? » Silence. « Maman, je ne vois pas de quoi tu parles. Ne mens pas, Chloé. Maître Legrand vient de m'appeler. » Elle a soupiré. Ce soupir exaspéré, comme si j'étais le problème. « Maman, c'était juste pour me renseigner, pour savoir quelle démarche serait nécessaire le jour où tu te déciderais. »« Mais je ne me suis pas décidée, je ne veux pas vendre. »« D'accord, calme-toi. On en reparlera plus tard. »« Non, on n'en reparlera pas. Ma maison n'est pas à vendre, Chloé. Tu comprends ?» Elle a raccroché. J'ai pleuré toute la nuit. Pas de rage, pas de colère, de tristesse, parce que j'avais perdu ma fille. Pas physiquement, pas encore, mais moralement, émotionnellement. La petite fille que j'avais portée, nourrie, élevée, aimée, était devenue une étrangère. Une étrangère qui voulait me voler ma vie. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. J'ai appelé mon propre notaire, Maître Fontaine, un homme de confiance que Philippe et moi connaissions depuis 30 ans. Et dites, quelle surprise! Comment allez-vous? Pas très bien, Jean. J'ai besoin de vous voir. Rapidement. C'est urgent. Bien sûr. Demain matin, 10 heures. Parfait. J'ai passé la journée à réfléchir, à peser, à mesurer. Je savais ce que je devais faire, mais c'était terrible. C'était déchirant, parce que c'était ma fille, et malgré tout, je l'aimais encore. Le soir, j'ai sorti l'alliance de Philippe. Je l'ai posée sur la table de nuit, près de mon lit. J'ai murmuré. « Mon amour, je vais faire quelque chose que tu n'aurais peut-être pas approuvé. Mais je ne vois pas d'autre solution. Pardonne-moi. » Et j'ai fermé les yeux. Demain, tout allait changer. Le cabinet de Maître Fontaine était au 3e étage d'un vieil immeuble haussmannien, rue de la République. Philippe et moi y étions venus ensemble pour rédiger notre testament, des années plus tôt. À l'époque, nous pensions à l'avenir avec sérénité. Nous pensions que Chloé prendrait soin de nous, que nous étions naïfs. La secrétaire m'a fait entrer dans le bureau. Jean Fontaine s'est levé pour m'accueillir. Il avait vieilli lui aussi. Ses cheveux étaient blancs, ses lunettes plus épaisses. Mais son regard était toujours aussi bienveillant. « Édith, asseyez-vous, je vous en prie. Comment allez-vous depuis Philippe ? » « Je survis, Jean. » Il a hoché la tête tristement. « Je comprends. Philippe était un homme remarquable. Nous avons tous été très affectés par sa disparition. » Il y a eu un silence, puis il a croisé les mains sur son bureau. « Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous amène ?» J'ai pris une grande inspiration. « Jean, je veux modifier mon testament. Et je veux prendre des dispositions concernant ma maison. » Il a froncé les sourcils. « Des dispositions ? De quel ordre ? Je veux protéger ma maison. Je veux m'assurer que personne ne pourra me forcer à la vendre, même pas ma fille.
Son visage s'est assombri. Edith, est-ce que Chloé essaie de vous pousser à vendre? J'ai hoché la tête. Les larmes me sont montées aux yeux. Elle a contacté un agent immobilier, un notaire. Elle a fait estimer la maison. Elle veut l'argent. Pour elle. Pour ses rénovations. Pour ses enfants. Jean s'est adossé à sa chaise, visiblement choqué. Mon Dieu, Edith, je suis désolée. Tellement désolée. Il a sorti un mouchoir de sa poche et me l'a tendu. Prenez votre temps. J'ai essuyé mes larmes. Jean, qu'est-ce que je peux faire? Légalement, qu'est-ce que je peux faire pour me protéger? Il a réfléchi un instant. Plusieurs choses. D'abord, vous pouvez rédiger une déclaration claire stipulant que vous êtes en pleine possession de vos facultés mentales et que toute vente de votre bien immobilier sans votre consentement explicite serait invalide. Je peux faire témoigner votre médecin traitant. Oui, faites ça. Ensuite, vous pouvez modifier votre testament. Actuellement, Chloé est votre unique héritière, n'est-ce pas? Oui. Vous pouvez changer cela. Vous pouvez léguer vos biens à qui vous voulez. À une association, à une fondation, à une institution. J'ai senti mon cœur se serrer. Déshériter ma propre fille. C'était impensable. C'était terrible. Mais était-ce pire que ce qu'elle me faisait subir? Je ne sais pas si je peux aller jusque-là. Jean s'est penché vers moi. Edith, écoutez-moi. Ce que Chloé fait, c'est de la manipulation. C'est de l'abus. Vous êtes sa mère, pas son héritage. Vous méritez de vivre vos dernières années dans la dignité, dans votre maison, sans pression, sans chantage affectif. Ces mots ont résonné en moi. Sans chantage affectif. C'était exactement ça. Chloé ne m'aimait pas. Elle me manipulait. Donnez-moi quelques jours pour réfléchir. Bien sûr. Mais Edith, ne tardez pas trop. Si Chloé accélère ses démarches, il pourrait être difficile de revenir en arrière. Je suis sortie du cabinet avec le cœur lourd, mais aussi avec quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. De la clarté. En rentrant chez moi, j'ai trouvé Chloé dans ma cuisine. Elle avait utilisé ses clés. Encore. Elle était en train de fouiller dans mes tiroirs. « Chloé, qu'est-ce que tu fais ?» Elle a sursauté. « Ah, maman, tu m'as fait peur. Je cherchais juste tes papiers d'assurance. Tu sais, au cas où il t'arriverait quelque chose. » Elle mentait. Je le voyais dans ses yeux. « Mes papiers d'assurance sont dans mon coffre, pas dans les tiroirs de la cuisine. » Elle a rougi. « Ah oui, c'est vrai. Pardon. J'étais distraite. » Elle a refermé le tiroir. Trop vite. J'ai attendu qu'elle parte. Puis, j'ai ouvert le tiroir. Mes relevés bancaires. Elle cherchait mes relevés bancaires. Le soir même, j'ai changé toutes les serrures de la maison. J'ai fait venir un serrurier en urgence. Cela m'a coûté 250 €. Mais ça valait chaque centime. Chloé n'aurait plus jamais accès à ma maison sans ma permission. Le lendemain, elle a essayé d'entrer. J'ai entendu la clé tourner dans la serrure, puis le juron étouffé. Elle a sonné, frappé à la porte. « Maman, maman, ouvre! Pourquoi tu as changé les serrures ?» J'ai ouvert. « Parce que c'est ma maison, Chloé. » Elle était rouge de colère. « Tu as changé les serrures? Mais tu es devenue folle! Et si tu fais un malaise? Et si tu tombes? Comment je vais rentrer pour te secourir? Tu appelleras les pompiers, comme tout le monde. »« Maman, c'est ridicule! Je suis ta fille, j'ai le droit d'avoir les clés. »« Non, tu n'as pas le droit. C'est ma maison, ma vie, ma décision. » Elle m'a regardée comme si je l'avais giflée. « Mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui t'arrive ?» J'aurais pu lui dire la vérité. J'aurais pu lui parler des messages avec Mathieu, de l'agent immobilier, du notaire. Mais à quoi bon? Elle nierait, elle se justifierait, elle retournerait la situation contre moi. Alors j'ai simplement dit « J'ai besoin de mon intimité » et j'ai fermé la porte. Les jours suivants ont été étranges. Chloé n'appelait plus, elle ne venait plus. C'était comme si elle m'avait effacé de sa vie parce que je ne coopérais plus. Et curieusement, je me sentais soulagée. Mais le calme n'a pas duré longtemps. Un matin, j'ai reçu un courrier recommandé, de la part de Maître Legrand, le notaire que Chloé avait contacté. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. « Madame de Beaumont, suite à la demande de votre fille, Madame Chloé Moreau, nous vous informons qu'une procédure de sauvegarde de justice pourrait être envisagée afin de protéger vos intérêts et votre patrimoine. Votre fille s'inquiète de votre capacité à gérer vos affaires de manière autonome et souhaite être nommée tutrice légale. Un rapport médical sera nécessaire pour évaluer votre état de santé mentale et physique. Nous vous invitons à prendre contact avec notre cabinet dans les meilleurs délais. Cordialement, Maître Legrand. » J'ai laissé tomber la lettre. Une tutelle. Elle voulait me mettre sous tutelle. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. Une tutelle signifiait que je perdrais tout contrôle sur ma vie,
sur mes finances, sur ma maison. Chloé déciderait de tout, et je savais exactement ce qu'elle déciderait. J'ai immédiatement appelé Jean Fontaine. « Jean, elle essaie de me mettre sous tutelle. »« Quoi ?» J'ai reçu un courrier de Maître Legrand. Chloé veut être nommée ma tutrice. Il y a eu un silence. Puis Jean a dit, d'une voix ferme, « Édith, écoutez-moi attentivement. Une tutelle ne peut être accordée que si un médecin atteste que vous n'êtes pas capable de gérer vos affaires. Votre médecin traitant vous connaît. Il sait que vous êtes lucide. Il ne signera jamais un tel document. Mais, et si Chloé trouve un autre médecin? Un médecin qui ne me connaît pas? Elle ne peut pas. La procédure exige un examen par un médecin agréé par le tribunal. Et je vous assure que nous allons nous opposer à cette demande avec la plus grande fermeté. Que dois-je faire? Venez me voir demain. Nous allons prendre les devants. Nous allons prouver que vous êtes parfaitement autonome. Et nous allons protéger vos droits. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai marché dans la maison, de pièce en pièce. Le salon où Chloé avait joué quand elle était petite. La cuisine où nous avions préparé tant de repas ensemble. Sa chambre, intacte, avec ses posters, ses peluches, ses livres d'enfance. Comment en étions-nous arrivés là? Je me suis assise sur son lit. J'ai pris une photo sur sa table de nuit. Une photo d'elle à 7 ans, avec Philippe et moi, au bord de la mer. Nous sourions tous les trois. Nous avions l'air heureux. Quand avait-elle cessé de m'aimer? Ou peut-être ne m'avait-elle jamais vraiment aimé? Peut-être m'avait-elle seulement aimé pour ce que je pouvais lui donner. Le lendemain, je suis retournée chez Maître Fontaine. « Édith, asseyez-vous. J'ai de bonnes nouvelles. J'ai parlé avec votre médecin traitant, le docteur Arnaud. Il est prêt à témoigner de votre parfaite santé mentale. Il va rédiger un certificat médical attestant que vous êtes pleinement capable de gérer vos affaires. Merci, Jean. Maintenant, parlons du testament. Avez-vous réfléchi? J'ai sorti l'alliance de Philippe de ma poche. Je l'ai posée sur le bureau. Philippe et moi avons construit cette vie ensemble. Nous avons élevé Chloé avec amour. Nous lui avons tout donné. Et maintenant elle veut me voler ce qui me reste. Jean n'a rien dit. Il attendait. Je veux modifier mon testament. Je veux déshériter Chloé. Il a hoché la tête lentement. Vous en êtes sûr? Oui. Et à qui souhaitez-vous léguer vos biens? J'ai réfléchi. Longuement. Et soudain, j'ai su. À la maison de retraite, les Glycines. Jean a levé les yeux, surpris. Les Glycines? Mais c'est l'endroit où Chloé voulait vous placer, n'est-ce pas? Oui, exactement. Un léger sourire est apparu sur mes lèvres, le premier depuis longtemps. Je veux tout leur léguer. La maison, les meubles, l'argent, tout, pour qu'ils puissent améliorer leurs installations. Pour qu'ils puissent accueillir d'autres personnes âgées abandonnées par leurs enfants. Jean a souri à son tour. Édith, c'est une très belle décision. Une décision juste. Et Jean, il y a autre chose. Je veux vendre la maison. Maintenant, de mon vivant. Vendre? Oui, je vais vendre. Et avec l'argent, je vais faire une donation aux Glycines. Immédiatement. Comme ça, Chloé ne pourra plus jamais rien réclamer. Jean s'est adossé à sa chaise, impressionné. C'est radical, mais c'est légal. Et c'est votre droit le plus absolu. Combien de temps cela prendra-t-il? Pour la vente? 2 à 3 mois. Peut-être moins si nous trouvons un acheteur rapidement. Faites le nécessaire. En sortant du cabinet, j'ai senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. De la liberté. J'avais repris le contrôle de ma vie. Le soir même, Chloé m'a appelé. « Maman, il faut qu'on parle. Je n'ai rien à te dire, Chloé. Maman, s'il te plaît, je sais que tu es fâchée. Je sais que j'ai peut-être été trop insistante, mais c'est parce que je m'inquiète pour toi. Tu ne t'inquiètes pas pour moi, tu t'inquiètes pour ton héritage. » Silence. « Quoi? Maman, qu'est-ce que tu racontes? J'ai lu tes messages, Chloé. Avec Mathieu, je sais que vous voulez vendre ma maison pour financer vos travaux, pour payer les écoles privées. » Elle a hésité, puis elle a explosé. « Tu as fouillé dans mon téléphone? Mais tu es malade? Tu n'avais pas le droit? Et toi, tu avais le droit de fouiller dans mes tiroirs? De contacter des agents immobiliers? De demander une mise sous tutelle? Je fais ça pour ton bien. » Non, Chloé, tu fais ça pour ton bien. Et tu sais quoi? Tu as gagné. Je vais vendre la maison. J'ai entendu sa respiration changer. Un soupir de soulagement. Ah, maman, je suis tellement contente que tu... Mais tu n'auras rien. Silence. Quoi? Tu n'auras rien. Je vais vendre la maison et je vais tout donner. Donner? Donner à qui? Aux Glycines, la maison de retraite où tu voulais m'enfermer. Eux, au moins, ils s'occupent vraiment des gens comme moi. Elle a crié, un cri de rage. Tu ne peux pas faire ça. C'est mon héritage. C'est la maison de papa. C'est ma maison. Et je fais ce que je veux avec.
Je vais t'en empêcher. Je vais aller en justice. Tu es folle. Tu n'es pas en état de prendre ce genre de décision. Mon médecin dit le contraire. Mon notaire aussi. Bonne soirée, Chloé. Et j'ai raccroché. J'ai sorti l'alliance de Philippe. Je l'ai tenue contre mon cœur. Mon amour, j'espère que tu me pardonnes. Mais notre fille, elle n'est plus celle que nous avons élevée. Et je ne peux pas la laisser me détruire. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti que Philippe aurait été fier de moi. 3 jours après notre conversation téléphonique, Chloé est venue. Mais elle n'était pas seule. Elle avait amené Mathieu. Et un homme en costume sombre que je ne connaissais pas. Ils sont restés devant la porte. J'ai regardé par la fenêtre du salon avant d'ouvrir. Chloé avait les bras croisés, le visage dur, les yeux rouges. Elle avait pleuré. Mais ce n'était pas de la tristesse, c'était de la rage. J'ai ouvert la porte. « Bonjour, Chloé. » Elle n'a pas répondu. L'homme en costume s'est avancé. « Madame de Beaumont, je suis maître Rousseau, avocat. Je représente votre fille dans cette affaire. » « Quelle affaire ?»« L'affaire de la vente de votre propriété et de la dilapidation de votre patrimoine familial. » J'ai senti mon cœur se serrer, mais je suis restée calme. Ma maison m'appartient. Je fais ce que je veux avec mon patrimoine. Justement, madame. Votre fille conteste votre capacité à prendre ce genre de décision. Elle estime que vous êtes sous influence, peut-être même victime d'abus de faiblesse. Abus de faiblesse? Par qui? Chloé a parlé pour la première fois, d'une voix tremblante de colère. Par cette maison de retraite, ils t'ont manipulé, ils t'ont convaincu de tout leur donner. C'est évident. J'ai presque ri. Chloé, je n'ai même pas mis les pieds aux glycines depuis notre visite il y a des mois. Personne ne m'a manipulé. J'ai pris cette décision seule. Mensonge. Tu n'es pas capable de prendre ce genre de décision. Tu as 75 ans, tu es veuve, tu es fragile. Je suis lucide. Mon médecin peut en témoigner, mon notaire aussi. Maître Rousseau a sorti des papiers de sa mallette. Madame de Beaumont, nous avons ici une demande d'expertise médicale. Un médecin indépendant viendra évaluer votre état mental. Si nous prouvons que vous n'êtes pas en mesure de gérer vos biens, la vente sera annulée. Vous ne prouverez rien du tout, parce qu'il n'y a rien à prouver. Chloé s'est avancée. « Maman, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me punis? Qu'est-ce que j'ai fait de si terrible ?» Sa voix s'est brisée. Des larmes coulaient sur ses joues. Et pendant un instant, j'ai failli céder. Pendant un instant, j'ai vu ma petite fille, celle que je berçais la nuit quand elle faisait des cauchemars, celle qui me disait « Je t'aime, maman », avant de s'endormir. Mais ensuite, je me suis souvenu des messages avec Mathieu, de l'agent immobilier, du notaire, de la tutelle, de la phrase qu'elle m'avait dite en me déposant devant les glycines, dans mon imagination. Là-bas, ils savent s'occuper des gens comme toi. Ce que tu as fait de terrible, Chloé, tu m'as traité comme un problème, comme un obstacle, comme un bien immobilier. Non, je voulais juste... Tu voulais mon argent, pour tes rénovations, pour tes écoles privées. Tu l'as dit toi-même dans tes messages. Elle a pâli. C'était... Tu ne comprends pas. On avait des difficultés financières. Les travaux ont coûté plus cher que prévu. Donc tu as décidé de me voler ma maison? Ce n'est pas volé, c'est mon héritage. Un jour ou l'autre, cette maison me reviendra. Un jour ou l'autre. C'est ça le problème, Chloé. Tu n'attendais pas que je meure naturellement. Tu voulais accélérer les choses. Me pousser dehors. Me mettre sous tutelle. Mathieu a pris la parole pour la première fois. Edith, nous ne voulions pas vous faire de mal. Nous pensions sincèrement que vous seriez mieux dans une structure adaptée. Adaptée à quoi? À votre agenda? À vos besoins financiers? Silence. Maître Rousseau a repris le contrôle de la conversation. Madame de Beaumont, si vous persistez dans cette voie, nous n'aurons d'autre choix que de saisir la justice. Nous demanderons une mesure de protection juridique. Nous prouverons que vous n'êtes pas en état de gérer votre patrimoine. Faites ce que vous voulez. Mon notaire vous répondra. Vous savez que ce genre de procédure peut prendre des années? Que votre vie sera scrutée? Que des médecins, des juges, des experts viendront fouiller dans votre intimité? Je suis prête. Chloé a éclaté en sanglots. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. J'ai fait des erreurs. J'ai été égoïste. Mais je t'aime. Je t'aime tellement. Elle s'est avancée vers moi, les bras tendus. Mais je n'ai pas bougé. Si tu m'aimais, Chloé, tu ne m'aurais jamais fait ça. Ils sont partis. La porte s'est refermée et je me suis effondrée sur le canapé. J'ai pleuré. Longtemps, violemment. Pas de soulagement, pas de victoire. Juste de la douleur. Parce que j'avais perdu ma fille. Les semaines suivantes ont été un cauchemar administratif. Maître Rousseau a tenu sa promesse. Il a saisi le tribunal.
Il a demandé une expertise médicale. Un médecin est venu chez moi. Un homme froid, avec des lunettes épaisses et un carnet où il notait tout. Il m'a posé des questions. Quel jour sommes-nous? Mercredi 18 avril. Qui est le président de la République? Emmanuel Macron. Pouvez-vous compter à rebours de 100 à 0, de 7 en 7? 100, 93, 86, 79. Il notait, sans sourire, sans chaleur. À la fin, il a dit « Vous semblez lucide, madame. Je rendrai mon rapport au tribunal. » 2 semaines plus tard, j'ai reçu sa conclusion. Madame de Beaumont est pleinement capable de gérer ses affaires. Aucune mesure de protection n'est nécessaire. J'avais gagné, mais je ne ressentais aucune joie. La maison a été mise en vente. Maître Fontaine s'est occupé de tout. Un panneau « À vendre » est apparu devant la grille. Les visites ont commencé. Des couples jeunes, des familles avec enfants, des investisseurs. Ils marchèrent dans ma maison en parlant de potentiel et de travaux à prévoir. Ils ouvraient mes placards. Ils mesuraient mes murs. Ils imaginaient leur vie à la place de la mienne. Et moi, je souriais poliment en leur offrant du thé. Un après-midi, une femme est venue avec sa fille. Une petite fille de 6 ou 7 ans, avec des couettes blondes et des yeux bleus. Elle courait dans le jardin en riant. Sa mère lui criait « Camille, fais attention aux fleurs !» Mais la petite continuait de courir, insouciante, joyeuse. Je me suis souvenu de Chloé au même âge, courant dans ce même jardin, riant aux mêmes endroits. Et j'ai pleuré. La maison a été vendue en 6 semaines. 780 000 €. Une fortune. Mais je n'en voulais pas. J'ai tout donné, comme prévu. Maître Fontaine a organisé la donation officielle. Un chèque a été remis à la directrice des Glycines, Madame Laurent. Elle était émue. Elle a pris mes mains dans les siennes. Madame de Beaumont, je ne sais pas quoi dire. C'est incroyable. Grâce à vous, nous allons pouvoir agrandir notre établissement, accueillir plus de résidents, améliorer nos équipements. Prenez soin d'eux, Madame Laurent. Prenez soin de ceux que leurs enfants ont abandonnés. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. Je vous le promets. J'ai commencé à faire mes cartons. 52 ans de vie commune. 75 ans d'existence. Tout ça dans des cartons. Les livres de Philippe, ces vêtements que je n'avais jamais pu jeter. Mes robes, mes photos, nos souvenirs. J'ai gardé l'essentiel. Le reste, je l'ai donné. Mais il y avait une chose que je ne pouvais pas donner. L'alliance de Philippe. Je l'ai mise dans une petite boîte en velours bleu. Et je l'ai glissée dans mon sac à main. Elle ne me quitterait jamais. Le jour du déménagement, Chloé n'est pas venue. Elle n'a pas appelé. Elle n'a pas écrit. Elle m'avait effacé de sa vie. Ou peut-être était-ce moi qui l'avais effacé de la mienne. Les déménageurs ont emporté mes meubles. Pas vers les Glycines. Je n'y allais pas. J'avais trouvé un petit appartement. 2 pièces, lumineux, simple, près du centre-ville. Un nouveau départ, une nouvelle vie. Le dernier soir dans la maison, je suis restée seule. J'ai marché de pièce en pièce, une dernière fois. Le salon, la cuisine, la chambre où Philippe était mort. La chambre de Chloé. J'ai touché les murs, les portes, les fenêtres. J'ai senti l'odeur de lavande une dernière fois. Et j'ai dit au revoir. Au revoir, Philippe. Au revoir, mes souvenirs. Au revoir, ma vie d'avant. En fermant la porte pour la dernière fois, j'ai sorti l'alliance de Philippe. Je l'ai embrassée. On recommence, mon amour. Toi et moi. Autrement. Et je suis partie, sans me retourner. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? 2 semaines plus tard, alors que j'installais mes affaires dans mon nouvel appartement, j'ai reçu un courrier. Un simple courrier. Sans recommandé, sans signature d'huissier, juste une enveloppe blanche, avec l'écriture de Chloé. À l'intérieur, un mot, court, froid. J'espère que tu es fier de toi. Tu as détruit notre famille. Rien d'autre. J'ai froissé le papier. Et je l'ai jeté. Mais cette nuit-là, j'ai pleuré. Parce que malgré tout, malgré la trahison, malgré la cupidité, c'était toujours ma fille. Et une partie de moi l'aimait encore. Mon nouvel appartement sentait la peinture fraîche et le bois neuf. 2 pièces au 3e étage d'un immeuble tranquille, rue Victor Hugo. Une chambre avec une fenêtre qui donnait sur un petit parc. Un salon-cuisine lumineux. Un balcon juste assez grand pour 2 chaises et quelques pots de fleurs. Ce n'était pas ma maison, mais c'était à moi. Et pour la première fois depuis la mort de Philippe, je me sentais légère. Les premières semaines ont été étranges. Je me réveillais le matin et je ne savais plus où j'étais. Je cherchais Philippe à côté de moi. Je cherchais le jardin par la fenêtre. Mais ensuite, je me souvenais. J'étais libre. Libre de Chloé. Libre de ses manipulations.
libre de cette maison trop grande qui était devenue une prison de souvenirs. J'ai commencé à sortir, pas beaucoup. Juste de petites promenades dans le quartier. Il y avait un marché tous les mercredis matins, place de la Liberté. Je m'y rendais avec mon panier en osier. J'achetais des légumes frais, du pain, du fromage. Les commerçants ont commencé à me reconnaître. « Bonjour madame, les tomates sont magnifiques aujourd'hui. Madame, goûtez-moi ce camembert. Il est divin. » C'était simple, c'était doux, c'était une vie. Un après-midi, je suis allée prendre un café dans un petit salon de thé près du parc, chez Marguerite, un endroit charmant, avec des nappes à carreaux et des vieilles théières en porcelaine. Il y avait une femme assise près de la fenêtre, cheveux gris, robe élégante, un livre à la main. Elle a levé les yeux quand je suis entrée. Elle m'a souri. « Cette table est libre si vous voulez. » « Merci. » Je me suis assise en face d'elle. Nous n'avons pas parlé tout de suite. Nous avons bu notre thé en silence, un silence confortable, complice. Puis elle a dit « Vous êtes nouvelle dans le quartier ?»« Oui, je viens d'emménager. »« Moi aussi. Enfin, il y a 6 mois. J'ai quitté ma maison après la mort de mon mari. »« Moi aussi. » Elle a hoché la tête, comme si elle comprenait tout sans que j'aie besoin d'expliquer. C'est difficile, n'est-ce pas, de recommencer à 70 ans passés. 75 pour moi. 79 pour moi. Elle a souri. Mais vous savez quoi? C'est aussi libérateur. Pour la première fois depuis 50 ans, je fais ce que je veux. Pas ce que mes enfants veulent. Pas ce que mon mari voulait. Moi. Ces mots ont résonné en moi. Vos enfants, ils vous ont laissé tranquille? Elle a ri. Un rire amer. Oh non. Au début, ils ont essayé de me convaincre de venir vivre chez eux. Maman, tu ne peux pas rester seule. Mais je savais ce que ça voulait dire. Ils voulaient que je garde leurs enfants. Que je fasse le ménage. Que je devienne leur bonne à tout faire gratuite. Vous avez refusé. J'ai refusé. Et ils m'en veulent encore. Mais tant pis. J'ai donné 50 ans de ma vie à ma famille. Les années qui me restent, elles sont pour moi. Elle a bu une gorgée de thé. Et vous? Vos enfants? J'ai hésité. Puis j'ai dit, j'ai une fille. Nous ne nous parlons plus. Je comprends. Et je crois qu'elle comprenait vraiment. Nous sommes devenus amis, Simone et moi. Nous nous retrouvions tous les mercredis chez Marguerite. Nous parlions de tout, de rien, de nos vies d'avant, de nos vies maintenant. Elle m'a appris à jouer au Scrabble. Je lui ai appris à faire des mots croisés. Nous riions, nous pleurions parfois aussi. Mais surtout, nous existions, pleinement, sans excuse, sans culpabilité. Un matin, en allant acheter le pain, je suis passée devant un bureau de tabac. Il y avait une affiche dans la vitrine. Loto, super cagnotte, 8 millions d'euros. Je ne jouais jamais au loto. Philippe disait que c'était de l'argent gaspillé, que les chances de gagner étaient ridicules. Mais ce matin-là, quelque chose m'a poussé à entrer. Peut-être la curiosité, peut-être l'envie de faire quelque chose d'interdit, quelque chose que Philippe n'aurait pas approuvé, quelque chose de libre. J'ai acheté une grille, 5 euros. J'ai choisi mes numéros au hasard, pas de stratégie, pas de chiffres porte-bonheur. Juste, comme ça. Le buraliste m'a tendu le ticket. Bonne chance, madame. Merci. J'ai glissé le ticket dans mon sac à main, à côté de la boîte en velours bleu qui contenait l'alliance de Philippe, et je n'y ai plus pensé. 3 jours plus tard, c'était un samedi soir. J'étais chez moi, en train de préparer une soupe aux légumes, la radio jouait en fond. France Inter, des chansons douces. Puis le présentateur a dit « Et maintenant le tirage du loto de ce soir, 8 millions d'euros à gagner. » J'ai continué à couper mes carottes. Les numéros gagnants sont 7, 14, 23, 32, 45. Et le numéro chance, 8. J'ai posé mon couteau. 7, 14, 23, 32, 45. Ces numéros, ils me disaient en quelque chose. J'ai fouillé dans mon sac à main. J'ai sorti le ticket. 7, 14, 23, 32, 45. Numéro chance, 8. Mon cœur s'est arrêté. J'ai relu le ticket. 3 fois, 4 fois, 10 fois. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas réel. Mais les numéros étaient là, noir sur blanc. J'avais gagné 8 millions d'euros. Je me suis assise. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le ticket. 8 millions d'euros. 8 millions d'euros. Je ne savais pas quoi faire. J'ai regardé autour de moi. Mon petit appartement, ma soupe sur le feu, ma vie simple. Et soudain, j'ai éclaté de rire. Un rire incontrôlable, hystérique presque. Parce que c'était absurde, c'était incroyable. J'avais tout donné, toute ma fortune, toute ma maison. Et la vie venait de me rendre au centuple. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi.
J'ai regardé le ticket pendant des heures. Je l'ai caché dans la boîte en velours bleu avec l'alliance de Philippe. Et j'ai murmuré, « Philippe, tu es là, n'est-ce pas? C'est toi qui as fait ça. » Je ne croyais pas vraiment aux signes, au miracle. Mais cette fois, c'était difficile de ne pas y croire. Le lundi matin, je suis allé voir Maître Fontaine. « Jean, j'ai quelque chose à vous montrer. » J'ai sorti le ticket. Il a mis ses lunettes. Il a lu, relu. Puis il a levé les yeux vers moi, bouche bée. « Edith, c'est réel. J'ai vérifié. C'est bien le ticket gagnant. » Il s'est adossé à sa chaise. « Mon Dieu, 8 millions d'euros. Edith, je suis riche. Nous avons ri. Ensemble. Que voulez-vous faire? Je veux récupérer l'argent. Discrètement, sans que personne ne le sache. Chloé, surtout pas Chloé. » Il a hoché la tête. « Je vais vous accompagner à la Française des Jeux. Nous allons faire les démarches nécessaires. Vous pouvez demander l'anonymat. Je veux l'anonymat total. » 3 jours plus tard, l'argent était sur mon compte. 8 millions d'euros. Je regardais mon relevé bancaire comme si c'était un document d'une autre planète. 8 millions d'euros. Mais le lendemain, quelque chose s'est passé. Une erreur. Une simple erreur administrative. Mon nom est apparu dans le journal local. Edith de Beaumont, 75 ans, gagne 8 millions d'euros au loto, avec ma photo. Mon cœur a coulé. Le soir même, mon téléphone a commencé à sonner. Chloé. Encore, encore, encore. 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, 47 fois. J'ai compté. 47 appels en une soirée. Elle a laissé des messages. Des dizaines de messages. Au début, c'était de la surprise. « Maman, c'est vrai? Tu as gagné au loto? Rappelle-moi. » Puis de l'excitation. « Maman, c'est incroyable, on doit fêter ça, rappelle-moi. » Puis de l'impatience. « Maman, pourquoi tu ne réponds pas? Rappelle-moi immédiatement. » Puis de la colère. « Maman, je sais que tu m'en veux, mais c'est ridicule. On est une famille, rappelle-moi. » Et enfin, de la supplication. « Maman, s'il te plaît, réponds-moi, j'ai besoin de te parler. C'est important, je t'en supplie. » Je n'ai pas décroché, pas une seule fois. J'ai éteint mon téléphone. Je me suis assise sur mon balcon, avec une tasse de thé. J'ai regardé le parc, les arbres, les enfants qui jouaient, et j'ai souri. Simone est passée me voir le lendemain. « Edith, j'ai vu dans le journal, c'est vrai? » « Oui, mon Dieu, 8 millions. Qu'est-ce que tu vas faire? » J'ai réfléchi. Je ne sais pas encore, mais je vais prendre mon temps. Pour la première fois de ma vie, je ne suis pas pressée. Elle a souri. « Tu sais ce que j'aime chez toi, Edith? Tu as une force tranquille, une dignité rare. J'ai juste appris à ne plus me laisser voler ma vie. » Le soir, j'ai sorti l'alliance de Philippe. Je l'ai tenue contre mon cœur. « Philippe, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je crois que c'est ta façon de me dire que j'ai fait le bon choix, que la justice existe, que la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. » Et pour la première fois depuis sa mort, je me suis sentie complète, pas heureuse, pas encore, mais en paix. Chloé a continué d'appeler, pendant des jours, mais je n'ai jamais décroché, parce que je savais que si je décrochais, elle me demanderait de l'argent, elle inventerait des excuses, des urgences, des besoins. Elle redeviendrait la fille aimante, la fille attentionnée, jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle voulait. Et je refusais de jouer à ce jeu. Un matin, j'ai reçu une lettre, de Chloé, manuscrite cette fois, pas tapée à l'ordinateur. « Maman, je sais que tu es fâchée contre moi. Je sais que j'ai fait des erreurs. Mais s'il te plaît, réponds-moi. Nous avons besoin de te parler. Mathieu a perdu son travail. Les banques nous réclament de l'argent. Nous risquons de perdre notre maison. Je ne te demande pas tout. Juste un peu. Juste de quoi nous en sortir. S'il te plaît, maman, aide-nous. On est ta famille. Chloé. » J'ai relu la lettre. On est ta famille. Maintenant, j'étais sa famille. Maintenant que j'avais de l'argent, j'ai plié la lettre et je l'ai rangée dans un tiroir, sans répondre, parce que j'avais compris quelque chose. La vraie richesse n'était pas dans l'argent. Elle était dans la liberté, dans la dignité, dans le fait de ne plus rien devoir à personne. 6 mois ont passé, 6 mois pendant lesquels j'ai vécu ma vie, simplement, tranquillement. J'ai voyagé un peu, pas loin, la Bretagne, la Provence. Des endroits où Philippe et moi avions rêvé d'aller, mais n'avions jamais eu le temps. J'ai mangé dans de bons restaurants. J'ai acheté des livres. J'ai gâté Simone pour son anniversaire. J'ai vécu, pas pour impressionner, pas pour prouver quoi que ce soit, juste pour moi. Chloé a continué d'essayer de me joindre, moins souvent, mais régulièrement. Des appels, des lettres,
des messages. Chaque fois, c'était la même chose. Des excuses, des supplications, des demandes d'argent déguisées en besoins familiaux. Je n'ai jamais répondu. Puis, un matin de novembre, j'ai reçu un appel de Maître Fontaine. « Edith, j'ai quelque chose à vous dire. Quelque chose que vous devriez savoir. Qu'est-ce qui se passe, Jean? C'est à propos de Chloé. Elle a des problèmes. De gros problèmes. Mon cœur s'est serré malgré moi. Quel genre de problème? Elle a contracté des dettes importantes. Les travaux de sa maison ont dépassé le budget de manière catastrophique. Mathieu a effectivement perdu son emploi. Les banques les poursuivent. Ils ont 3 mois de retard sur leur crédit immobilier. J'ai fermé les yeux. Ils vont perdre leur maison? C'est probable, à moins qu'ils ne trouvent une solution rapidement. Silence. Edith, elle a essayé de contacter votre ancienne maison, celle que vous avez vendue. Comment ça? Apparemment, elle pensait que vous y viviez encore, ou qu'elle pourrait, je ne sais pas, récupérer quelque chose, des meubles, des objets de valeur. Elle ne sait pas que tout a été donné aux Glycines. Elle ne sait pas. Non, les nouveaux propriétaires m'ont contacté parce qu'elle est venue sonner plusieurs fois. Ils commencent à trouver ça inquiétant. J'ai imaginé Chloé devant notre ancienne maison, la maison de son enfance, sonnant à la porte, espérant trouver, quoi? De l'argent? Des objets à vendre? Moi? Jean, que fait-elle maintenant? Je ne sais pas exactement, mais j'ai entendu dire qu'elle essaye de vendre ses meubles, ses bijoux, tout ce qu'elle peut. Et Mathieu? Il cherche du travail, mais à 52 ans, sans réseau, c'est difficile. Et les enfants? Ils ont dû quitter leurs écoles privées. Ils sont maintenant dans le public. J'ai senti une douleur dans ma poitrine. Pas pour Chloé, pour les enfants. Ils n'avaient rien demandé. Ils payaient pour les erreurs de leurs parents. Jean, les enfants, est-ce qu'ils vont bien? Je pense que oui. Ils sont jeunes. Ils s'adaptent. Mais Chloé ne s'adapte pas bien. Apparemment, elle a beaucoup changé. Elle est différente. Différente comment? Plus dure, plus amère. Elle accuse tout le monde. Ses amis l'ont abandonnée. Sa famille aussi. Elle est seule. Seule. Le mot a résonné en moi. 2 semaines plus tard, Simone est venue prendre le thé chez moi. Elle avait un air embarrassé. « Edith, j'ai quelque chose à te dire, mais je ne sais pas si je devrais. »« Vas-y, Simone. J'ai vu ta fille, hier, au supermarché. Mon cœur a fait un bond. Et elle avait l'air perdue. Elle portait un survêtement usé. Ses cheveux n'étaient pas coiffés. Elle achetait des produits premier prix. Et elle pleurait, devant les rayons, toute seule. Simone a posé sa main sur la mienne. « Edith, je sais que tu as tes raisons. Je ne te juge pas, mais c'est quand même ta fille. » J'ai retiré ma main doucement. « C'est ma fille, Simone. » Mais elle m'a traité comme un portefeuille, comme un obstacle. Elle voulait ma mort pour hériter plus vite. Je sais, mais elle souffre maintenant. Elle souffre des conséquences de ses choix, pas de mes actions. Simone n'a rien dit, mais son regard parlait pour elle. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir. J'ai pensé à Chloé, devant les rayons du supermarché, en train de pleurer. J'ai pensé à la petite fille qu'elle avait été, joyeuse, innocente, aimante. Quand avait-elle changé? Ou peut-être avait-elle toujours été comme ça, et je ne l'avais jamais vue. Un matin, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai décroché. « Allô? Madame de Beaumont? Bonjour. Je suis Madame Laurent, la directrice des Glycines. Bonjour, Madame Laurent. Comment allez-vous? Très bien, merci. Je vous appelle parce que nous avons reçu une visite étrange hier. Une visite? Votre fille, Madame Moreau. Elle est venue nous voir. Elle était très agitée. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle disait que vous nous aviez donné de l'argent qui lui appartenait, que c'était un vol, que vous n'étiez pas en état de prendre ce genre de décision. Elle nous menaçait de poursuites judiciaires. Mon Dieu, nous lui avons expliqué que tout était légal, que vous aviez agi en pleine conscience, que nous avions tous les documents nécessaires. Elle a hurlé. Elle a dit des choses terribles. Nous avons dû appeler la sécurité. Je suis désolée, Madame Laurent, tellement désolée. Ce n'est pas votre faute, Madame de Beaumont, mais je voulais vous prévenir. Votre fille est désespérée. Après avoir raccroché, je suis restée assise longtemps. Chloé était allée jusqu'aux Glycines. Elle avait crié, menacé. Elle était en train de sombrer. Mais ce n'était pas ma responsabilité. Je me suis répété cette phrase, encore et encore. Ce n'était pas ma responsabilité. Elle avait fait ses choix. Elle devait en assumer les conséquences. Un après-midi, alors que je rentrais du marché, j'ai vu quelqu'un devant mon immeuble, une femme,
assise sur les marches, Chloé. Elle avait maigri. Ses vêtements pendirent sur elle. Ses cheveux étaient de terne. Son visage était creusé par la fatigue et le stress. Elle m'a vue, elle s'est levée. Maman. Sa voix était cassée. Je me suis arrêtée, à 3 mètres d'elle. Chloé, qu'est-ce que tu fais ici? Je devais te voir, te parler. Comment as-tu trouvé mon adresse? J'ai demandé à ton notaire. Il a refusé. Alors j'ai cherché, partout, pendant des semaines. Et j'ai fini par te trouver. Elle a fait un pas vers moi. Je n'ai pas bougé. Maman, s'il te plaît, écoute-moi. Juste 1 minute. Je t'écoute. Elle a pris une grande inspiration. Ses yeux étaient rouges, gonflés. Maman, je suis désolée, tellement désolée. J'ai été horrible, égoïste, cruelle. Tu avais raison, je ne pensais qu'à l'argent, qu'à moi. Et maintenant j'ai tout perdu. Tout perdu? Notre maison. Mathieu ne trouve pas de travail. Les enfants me détestent parce qu'on a dû les changer d'école. Mes amis ne me parlent plus. Ma propre mère ne veut plus me voir. Elle a éclaté en sanglots. Maman, je sais que je ne mérite rien. Mais, s'il te plaît, aide-moi. Juste un peu. Juste de quoi repartir. Je te promets que je changerai. Je te promets. J'ai regardé ma fille, cette femme brisée, désespérée, et j'ai senti de la pitié, mais pas assez pour céder. Chloé, tu m'as traitée de folle quand je t'ai dit que je donnais tout aux glycines. Tu as essayé de me mettre sous tutelle. Tu as contacté un notaire dans mon dos. Tu as voulu me voler ma vie. Je sais, mais j'étais aveugle, j'étais stupide. Maman, s'il te plaît, et maintenant tu souffres. Maintenant tu comprends ce que c'est d'être seule, d'être désespérée, d'avoir besoin d'aide et de ne pas en recevoir. Elle m'a regardée, les yeux écarquillés. Tu ne vas pas m'aider? Non, Chloé, je ne vais pas t'aider. Mais je suis ta fille. Tu es ma fille. Mais tu ne m'as jamais traitée comme ta mère. Elle est tombée à genoux sur les marches. Non, s'il te plaît, maman, je t'en supplie. Des passants se sont retournés, ont regardé. J'ai senti la honte monter en moi. Mais je suis restée ferme. Lève-toi, Chloé, tu te donnes en spectacle. Je m'en fiche. Maman, je n'ai plus rien. Les banques vont saisir notre maison. Nous allons finir à la rue. Alors trouve du travail. Vends tes affaires. Fais comme des millions de gens qui vivent sans hériter de leurs parents. Mais tu as 8 millions d'euros. 8 millions? Et tu ne veux même pas me donner 100 000, 50 000, 10 000? Non. Pourquoi? Parce que tu dois apprendre, Chloé. Apprendre que les gens ne sont pas des distributeurs automatiques. Que l'amour ne s'achète pas. Que les conséquences existent. Elle a levé les yeux vers moi. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu avant. De la haine. Tu es un monstre sans cœur. Papa aurait eu honte de toi. Ces mots m'ont frappé comme une gifle, mais j'ai tenu bon. Peut-être, mais au moins, je ne suis plus ta victime. Je suis passée à côté d'elle. J'ai monté les marches. Elle m'a appelée. Maman, reviens, s'il te plaît. Mais je n'ai pas regardé en arrière. J'ai ouvert la porte de mon immeuble et je l'ai refermée derrière moi. Une fois dans mon appartement, j'ai pleuré, longuement. Pas de regret, pas de culpabilité, juste de la tristesse, parce que j'avais perdu ma fille pour toujours. Mais cette nuit-là, j'ai sorti l'alliance de Philippe. Je l'ai tenue contre mon cœur. Et j'ai murmuré « Philippe, j'ai fait ce que je devais faire. » Elle m'avait traitée de folle. Des années plus tard, elle est venue me supplier dans la rue. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi paisiblement, sans culpabilité, sans remords, avec la certitude d'avoir fait le bon choix. Le lendemain, Simone est venue me voir. « Edith, on m'a dit que ta fille était venue hier. » « Oui. » Et je ne l'ai pas aidée. Simone m'a regardé longuement, puis elle a souri. « Bien. Bien? Oui, bien. Parce que si tu l'avais aidée, elle n'aurait jamais appris. Elle serait revenue encore et encore. Elle t'aurait vidée. Comme un vampire. » Elle a pris ma main. « Tu as fait preuve de force, Edith. De vraie force. Celle qui vient du cœur, pas de la faiblesse. » Les semaines suivantes, j'ai appris par Maître Fontaine que Chloé avait effectivement perdu sa maison. Qu'elle et Mathieu avaient dû déménager dans un petit appartement en banlieue. Que les enfants s'étaient adaptés. Qu'ils allaient bien finalement. Mais que Chloé s'était effondrée. Elle était suivie par un psychologue. Elle prenait des antidépresseurs. Une partie de moi a eu mal pour elle. Mais une autre partie, la partie qui avait appris à se protéger, savait que c'était nécessaire. Parfois, les gens doivent toucher le fond pour comprendre.
Parfois, la vie doit nous briser pour nous reconstruire. Et moi, j'ai continué ma vie. Sereine, libre, digne, avec mes mercredis chez Marguerite, mes voyages, mes livres, mon balcon fleuri, avec l'alliance de Philippe dans ma poche, et avec la certitude que la justice, même si elle prend du temps, finit toujours par arriver. C'est un mardi matin, début mai. Le soleil entre par la fenêtre de mon balcon. Les oiseaux chantent dans le parc. J'ai 76 ans aujourd'hui. 1 an. 1 an depuis que j'ai quitté ma grande maison. Depuis que j'ai donné ma fortune. Depuis que j'ai fermé la porte sur ma vie d'avant. 1 an depuis que j'ai choisi ma liberté. Je prends mon petit déjeuner sur le balcon. Du thé, des tartines, un peu de confiture de framboise. C'est simple, c'est doux, c'est à moi. Simone m'a envoyé un message ce matin. Joyeux anniversaire, mon ami. On se retrouve chez Marguerite à 15h? J'ai une surprise pour toi. J'ai souri. Simone. Ma première vraie amie depuis la mort de Philippe. Celle qui ne me demande rien, qui ne me juge pas, qui m'accepte telle que je suis. En rangeant ma tasse, j'ai pensé à Chloé. Je pense à elle parfois. Pas souvent, mais parfois. Je me demande comment elle va, si elle a trouvé du travail, si elle a appris quelque chose de tout ça. Mais je ne cherche pas à savoir, parce que ce n'est plus ma responsabilité. Maître Fontaine m'a appelé il y a 2 semaines. Il m'a dit que Chloé avait finalement trouvé un emploi, caissière dans un supermarché. Mathieu travaille comme livreur. Ils s'en sortent, difficilement. Mais ils s'en sortent. Les enfants vont bien. Ils ont de meilleures notes qu'avant. Ils ont appris la valeur de l'effort. Jean m'a dit aussi que Chloé avait demandé mon adresse. Encore, qu'elle voulait me voir, me parler. J'ai dit non. Pas par vengeance, pas par cruauté, mais parce que je sais. Je sais que tant qu'elle pensera que je peux résoudre ses problèmes, elle ne grandira jamais. Peut-être qu'un jour, dans des années, nous nous reverrons. Peut-être qu'elle viendra me voir, non pas pour demander, mais pour s'excuser. Vraiment. Peut-être qu'elle comprendra, ou peut-être pas. Et c'est bien aussi. Cet après-midi, je suis allée chez Marguerite. Simone m'attendait avec un gâteau au chocolat et une bougie. Joyeux anniversaire, Edith. Elle a chanté. Faux, avec tout son cœur. J'ai ri. J'ai soufflé la bougie. Qu'est-ce que tu as souhaité? Rien. Rien? Non, parce que j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Simone a souri. Tu es la femme la plus sage que je connaisse. Non, je suis juste une femme qui a appris. En rentrant chez moi, j'ai croisé une jeune femme dans la rue. Elle pleurait au téléphone. Maman, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Je suis ta fille. Tu ne peux pas me déshériter comme ça. Elle a raccroché. Elle s'est effondrée sur un banc. Je me suis approchée. Mademoiselle, ça va? Elle a levé les yeux, rouge, gonflée. Non, ça ne va pas. Ma mère, elle vient de me dire qu'elle changeait son testament, qu'elle me déshéritait, à cause de choses que j'ai dites, de choses que j'ai faites. Je vois, c'est injuste, c'est mon héritage, j'y ai droit. J'ai regardé cette jeune femme, et j'ai vu Chloé, il y a quelques années. Mademoiselle, puis-je vous dire quelque chose? Quoi? Votre mère ne vous doit rien. Un héritage n'est pas un droit, c'est un cadeau. Et si elle choisit de ne pas vous le donner, c'est peut-être parce que vous avez oublié quelque chose d'essentiel. Quoi? Quelle est votre mère? Pas votre banque? La jeune femme m'a regardée, bouche bée. Mais elle a de l'argent, beaucoup d'argent. Pourquoi elle ne le partagerait pas avec moi? Parce que ce n'est pas votre argent. C'est le sien. Elle l'a gagné, elle l'a mérité, et elle a le droit d'en faire ce qu'elle veut. Mais je suis sa fille. Justement, vous êtes sa fille, pas son créancier. Je me suis éloignée. La jeune femme est restée sur son banc, silencieuse. Je ne sais pas si mes mots ont changé quelque chose. Peut-être oui, peut-être non. Mais j'ai dit ce que j'avais à dire. Ce soir, je suis assise sur mon balcon. Le soleil se couche, le ciel est rose et orange. J'ai sorti l'alliance de Philippe. Je la tiens entre mes doigts. Elle est chaude, lourde, familière. Philippe, tu me manques, chaque jour. Mais je crois que tu serais fier de moi. J'ai fait ce que tu m'as appris. J'ai tenu bon. J'ai gardé ma dignité. Le vent souffle doucement. Les feuilles des arbres bruissent. Et je sens qu'il est là, quelque part. J'ai appris beaucoup de choses cette année. J'ai appris qu'on peut aimer quelqu'un et refuser de se laisser détruire par lui. J'ai appris que dire non n'est pas de l'égoïsme. C'est du respect de soi. J'ai appris que la famille n'est pas toujours dans le sang. Parfois, elle est dans les rencontres, dans les amitiés, dans les cœurs qui se reconnaissent. J'ai appris que l'argent révèle qui nous sommes vraiment. Il ne nous change pas, il nous démasque. Et j'ai appris que la justice existe,
Pas celle des tribunaux, pas celle des lois, la justice du temps, la justice de la vie, celle qui rend à chacun ce qu'il a semé. Chloé m'avait traité de folle. Aujourd'hui, elle est celle qui a tout perdu. Pas parce que je l'ai punie, mais parce qu'elle s'est punie elle-même, par sa cupidité, par son aveuglement, par son manque d'amour. Moi, j'ai tout donné. Et la vie m'a tout rendu. Pas l'argent du loto. Ça, c'était juste un bonus, un clin d'œil du destin. Non, ce que la vie m'a rendu, c'est ma liberté, ma dignité, ma paix intérieure. Alors si vous m'écoutez aujourd'hui, si vous vivez quelque chose de similaire, si quelqu'un dans votre vie vous traite comme un objet, comme un moyen, comme un héritage ambulant, sachez ceci, vous avez le droit de partir, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de vous protéger, même si c'est votre propre enfant, même si c'est votre famille, parce que vous méritez le respect, vous méritez l'amour, le vrai, celui qui ne calcule pas, celui qui ne demande rien en retour. Et si vous ne le trouvez pas dans votre famille, créez votre propre famille, avec des amis, avec des âmes bienveillantes, avec des gens qui vous voient, vous, pas votre patrimoine. J'ai 76 ans, je vis dans un petit appartement, je n'ai plus ma grande maison, je n'ai plus mes 52 ans de souvenirs matériels, mais j'ai quelque chose de bien plus précieux, j'ai ma liberté. Et personne ne pourra jamais me la reprendre. Alors voilà, mon histoire se termine ici. Ou plutôt, non, elle ne se termine pas, elle continue. Chaque jour, chaque lever de soleil, chaque tasse de thé sur mon balcon, chaque mercredi chez Marguerite avec Simone, chaque livre que je lis, chaque voyage que je fais, chaque sourire que je donne à un inconnu dans la rue. Ma vie continue. Mais cette fois, c'est ma vie. Pas celle que Chloé voulait pour moi, pas celle que Philippe avait imaginée, la mienne. Si mon histoire vous a touché, si elle a fait écho à votre propre vie, si vous vous êtes reconnu dans mes mots, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a des milliers de femmes comme nous, des femmes qui ont été trahies par ceux qu'elles aimaient, des femmes qui ont dû choisir entre leur survie et leur famille, des femmes qui ont choisi la dignité. Et si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à reprendre le contrôle de sa vie, à dire non à ceux qui la maltraitent, alors tout cela aura eu un sens. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.